À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé désormais très regardant sur les conditions d'ouverture des auto-écoles et leur exploitation dans le pays. Une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 25 mai qui vise à assainir le milieu. Vous entendrez à ce propos le ministre porte-parole du gouvernement. Et puis, élection municipale 2016 au Burkina Faso, la proclamation des résultats provisoires de la CENI vient de débuter. Annoncé pour 17h30, les électeurs ont dû attendre le cap de 19h30 pour connaître les premiers résultats. Nous irons dans ce journal au siège de la CENI retrouver Jean-Emmanuel Ouédraogo pour plus de détails. Une réunion inédite à Istanbul. Près de 6000 participants prennent part à Istanbul en Turquie au premier sommet humanitaire mondial organisé par l'ONU. Une rencontre qui a pour objectif d'améliorer la réponse aux crises humanitaires provoquées par les conflits ou le réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le gouvernement burkinabé décide de voir clair dans l'ouverture des auto-écoles et leur exploitation au Burkina. Le gouvernement va accentuer également sa lutte contre les phénomènes d'érosion fiscale. Tous ces dossiers et bien d'autres ont été discutés ce matin au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le point complet des dossiers traités avec Olopoda. Le Burkina Faso veut se donner tous les moyens pour arriver à bout du phénomène de l'érosion fiscale. À ce Conseil des ministres, quitus a été donné pour une adhésion au cadre inclusif de mise en œuvre du projet de lutte contre les phénomènes d'érosion de base imposables et de transfert direct et de bénéfices. Il s'agit donc à notre pays d'adhérer à ce cadre-là, afin donc que l'administration burkinabé puisse bénéficier d'un certain nombre de renseignements à des fins fiscales. Ça permet de lutter contre la fraude fiscale et l'érosion fiscale. C'est un mécanisme qui est mis en place par l'OCDE. L'adoption d'une feuille de route dans le domaine des passations des marchés publics est en vue. Objectif, organiser le secteur dans le but d'obtenir des réductions de délais. Actuellement, pour ce qui est des passations de marché, pour les prestations intellectuelles, nous sommes à 181 jours. Pour ce qui est des appels d'offres ouverts, nous sommes à 158 jours. Et pour ce qui est des appels d'offres restreints, nous sommes à 151 jours. Donc le gouvernement a instruit donc à la base de cette feuille de route-là, qui comporte une vingtaine d'actions, d'arriver très rapidement donc à un nouveau décret afin donc de faciliter le travail et la mise en œuvre des différents engagements. Au département en charge des transports, le gouvernement a décidé de revoir les conditions d'ouverture et d'exploitation des auto-écoles. Et il s'agit notamment de régulariser l'ouverture de ces auto-écoles-là et de régler la question des licences. Pendant longtemps, la licence n'était pas limitative. Il y a maintenant une licence limitée à une durée de 7 ans avec des conditions de mise en œuvre très particulières. Les différentes auto-écoles donc ont aujourd'hui 24 mois pour une mise en œuvre effective de cette mesure-là. Toujours dans le domaine des transports, le Burkina Faso compte améliorer sa jonction avec les pays portuaires. Et cela à travers l'exonération des droits de douane, à l'exception des prélèvements communautaires de la CEDEAO et de l'UEMOA sur un certain nombre de véhicules. C'est 400 véhicules de transport routier de marchandises, 400 véhicules de transport routier d'hydrocarbures et 100 véhicules porte-conteneurs. Il s'agit donc de renouveler le parc automobile dans le domaine des transports, mais également de permettre à notre pays d'accélérer donc et d'améliorer sa jonction avec les zones portuaires qui nous relient. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le Conseil a adopté le 8e contrat plan entre l'État et l'ONEA. Un contrat qui permet à l'État de maintenir son contrôle et son accompagnement à cette structure en vue d'une exécution maximale de son programme dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Revoir les conditions d'ouverture et l'exploitation des auto-écoles au Burkina Faso, une décision du gouvernement qui va de pair contre l'excès de vitesse sur nos routes. C'est une évidence, la vitesse est l'un des facteurs majeurs des accidents. Et sur les routes du Burkina Faso, la vitesse fait toujours parler d'elle. Le dernier cas en date est l'accident qui a fait environ 25 morts à Ouahabou. Malgré cet état de fait, les forces de l'ordre continuent leur travail sur le terrain. Une de nos équipes a suivi la brigade de prévention routière de Koudougou dans ses opérations à Kokologo dans le Boulkiemde. Elle est allée voir comment se passent les contrôles de vitesse. Frédéric Etienne Bassenga, Moussa Ouédraogo. En immersion dans une opération de contrôle de vitesse de la brigade de prévention routière de Koudougou,
nous sommes à l'entrée de Kokologo, dans le Bulkiemdi. Pour assurer cette mission, les gendarmes sont munis d'un radar appelé ultralight laser. Quand on met des piles et qu'on accroche, on met en marche, on raison laser rouge dedans. C'est ce rayon laser là que nous pointons sur l'immatriculation du véhicule qui vient en face. Et avec une certaine stabilité, on le flash. Et automatiquement, la vitesse de la personne de ce véhicule-là apparaît. À peine installé, un usager en infraction. Le code de la route dit qu'on ne doit pas dépasser 50 km à l'heure en agglomération. Voilà, la voiture calculette, elle est à 73 km/h. Le compteur ne marche pas. Est-ce que vous savez quand le compteur ne marche pas, c'est une infraction? Vous savez ça? Non, on a tenté, c'est un truc électronique. On a eu beaucoup de difficultés pour réparer le compteur. Non, je suis d'accord avec vous. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre le risque de circuler avec votre C'est le compteur qui est défaillant. sans que le compteur ne soit. Non, on ne peut pas réparer au village. Moi, je peux partir hier, on ne peut pas réparer ça sur le village, c'est pas possible. Cet usager a de la chance. Aujourd'hui, c'est une opération de sensibilisation. En moins de 15 minutes, plus de 8 usagers sont interpellés, la majeure partie des particuliers et des véhicules de transport en commun. Nous décidons de changer d'endroit, direction l'entrée ouest de la localité. Là aussi, c'est le même scénario. Les interpellations d'usagers en infraction s'enchaînent. En temps normal, ces infractions valent une contravention de 12 000 francs CFA. Souvent, on est un peu... Maintenant, Aujourd'hui, je suis un peu pressé. Comme je voulais faire commande vous êtes pressé. un peu pressé. Donc c'est la raison qui vous a amené à... Non, c'est pas la raison, mais il n'y a pas quelqu'un qui ne se trompe pas. Non, ça c'est vrai. Mais est-ce que si vous allez doucement, est-ce que vous n'allez pas arriver vite? Lui aussi sera verbalisé et relaxé. Ce genre de situation sont légion sur cette partie de la route nationale numéro 1, nous confie le MDC Michael Badiel. L'année dernière, lui et ses collègues ont assisté impuissants à un cas similaire qui s'est soldé par un homicide. Nous étions à ça coincé. On a arrêté un usager de la route qui était en excès de vitesse. Il était à plus de 100. On a tenté de l'arrêter. Il n'a pas opéré. Et 100 mètres plus tard, plus loin du moins, il a commis un homicide. Voilà, c'est un enfant de 10 ans qui l'a écrasé de tout son long sur le bitume. La population est sortie et nous avons eu du mal même à contenir la population. Bien qu'en nombre insuffisant, cet instrument permet à la brigade de prévention routière d'assurer au mieux sa mission. En 2 années d'utilisation, le radar a permis de réduire le nombre d'accidents liés à la vitesse sur cet axe. En 2014, la brigade de prévention routière du gendarmerie de Kodougou a constaté 79 accidents. Et en 2015, 65. Alors que ils ont commencé à utiliser le radar en 2014. Au regard de ces chiffres, cet instrument vulgarisé au Burkina permettra, à n'en point douter, de sauver des vies. Je vous le disais, en titre d'élection municipale 2016 au Burkina Faso, la proclamation des résultats provisoires de la CENI a débuté il y a environ 1 heure. Jean-Emmanuel Ouedraogo était au siège de la CENI et il sera là dans quelques instants pour nous donner plus de détails. En attendant, les observateurs de la société civile et du cabinet des experts électoraux africains à ces élections municipales au Burkina notent un bon déroulement de la campagne, la présence des représentants de certains partis politiques et la disponibilité des résultats. Face à la presse ce matin, il déplore aussi la faible participation au scrutin et l'ouverture tardive de certains bureaux de vote. Le compte-rendu est signé Oumou Sissé. Elle profite de cette opportunité pour saluer le peuple burkinabé pour sa participation au vote, mais condamne avec la dernière énergie les actes de vandalisme ayant conduit l'annulation du scrutin dans certaines localités de Zogoré, de Beguedo et de Bouroum-Bouroum.
Dans la perspective des scrutins à venir, la mission formule les recommandations ci-après. L'intensification de la sensibilisation à l'endroit de la population pour un vote massif et éclairé. L'intensification de la formation des acteurs devant agir dans le processus. Enfin, la mission exhorte tous les acteurs politiques à accentuer la formation de leurs militants et à poursuivre l'intérêt général en acceptant le résultat des urnes, dans le cas échéant, utiliser les voies légales pour toute contestation. C'était là les recommandations des observateurs de la société civile et du cabinet des experts électoraux africains sur ces élections municipales de dimanche 22 mai dernier. Éducation, à présent, environ 300 candidats des écoles franco-arabes du Burkina prennent part à l'examen du CEP arabe. Le certificat d'études primaires a débuté ce mercredi. Ils ont 2 jours pour composer dans une dizaine de matières. L'examen est particulier. Les candidats vont composer dans les 2 langues, à savoir le français et l'arabe. Les résultats sont attendus dans 2 semaines. Moukoun Dabiré. Institut Cheikh. Centre numéro 1 de l'examen franco-arabe du CEP, il est 7 heures. Les candidats sont déjà en place. Dans l'attente des épreuves, c'est le calme apparent. Sur le visage de certains candidats, l'anxiété. Difficile d'arracher un mot, mais tout sera sûr. Je pense que ça sera facile. Si tu as appris tes leçons, ça sera facile. Mais si tu n'as pas appris, ça sera difficile à apprendre. À 7h30, l'inspecteur de l'enseignement privé ouvre ici les premières enveloppes contenant les sujets d'histoire-géographie. L'examen peut commencer. Ils sont au total 321 candidats à travers le Burkina à prendre part à ces épreuves. L'examen du CP franco-arabe comporte 18 matières. Le concours se passe avec, comme on le voit dans les écoles classiques, mais seulement ici, comme il y a l'arabe, il y a des sujets où les enfants font un choix. Par exemple, histoire géo, sciences, récitation chant, c'est le choix. Le sujet vient en 2, le sujet en arabe et le même sujet vient en français. Et l'élève fait son choix. S'il veut répondre en français, il répond en français. S'il veut répondre en arabe, il répond en arabe. Mais c'est le même sujet. Maintenant, dictée, rédaction, étude des textes, ça c'est obligatoirement, il faut répondre à ça. Les épreuves se déroulent normalement, les candidats sont en place, les acteurs sont en train de se mettre au travail et tout se déroule bien pour le moment. Et nous sommes satisfaits du déroulement des épreuves. Les résultats de cet examen sont attendus dans 2 semaines. Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba est rentré de Taïwan où il était en visite officielle depuis le 16 mai dernier. Au cours de son séjour, Paul Kaba Thiéba a pu visiter des infrastructures, discuter avec des investisseurs taïwanais et autorités, tout cela pour le bien du développement du Burkina Faso. Il fait le point de son séjour au micro d'Abdelaziz Yadibou. J'étais émerveillé par la maîtrise technologique des jeunes de ce pays en matière d'informatique. On a vu une technopole qui a été conçue par l'État pour soutenir donc, l'industrie du numérique. Nous avons également visité une structure qui s'appelle, je crois que c'est OIDS, je pense, c'est une structure qui intervient dans les infrastructures routières, des infrastructures d'énergie solaire, toutes sortes d'infrastructures dans toutes sortes de pays. Alors, je crois que cette entreprise est intéressée pour participer éventuellement à des projets d'infrastructure au Burkina Faso. Et naturellement, on leur a demandé si elle souhaitait que le gouvernement du Burkina Faso entend mettre maintenant l'accent sur le développement du secteur privé. Et on leur a dit que dans ce cadre-là, ils avaient toute la possibilité, de venir au Burkina Faso, s'informer sur les possibilités d'investissement qui existent. On a eu l'occasion d'aller rencontrer une entreprise qui s'appelle, je crois que c'est Speedtech. Alors Speedtech, on a été, parce que Speedtech est déjà installé au Burkina Faso. Elle est installée au Burkina Faso, là où elle fabrique des appareils à base de piles photovoltaïques pour l'énergie solaire, avec des applications essentiellement domestiques. Alors, cette entreprise, lors de cette visite, nous avons pu constater tous les progrès réalisés
en matière d'énergie solaire avec des applications qui touchent notre quotidien. Tout cela entre également dans la politique du gouvernement, dans la mesure où l'un des axes de la politique énergétique, c'est la vulgarisation donc, des produits à base d'énergie solaire qui permettront de diminuer l'utilisation donc des l'énergie thermique. Dans la coopération avec Taïwan, qui est déjà très riche, vous savez que Taïwan nous apporte une aide importante en matière de formation professionnelle. J'ai indiqué à la présidente que nous souhaiterions renforcer cet axe de notre coopération. Taïwan nous apporte également une aide importante en matière de santé publique, mais surtout ce qui sera nouveau dans le domaine donc, de la coopération avec Taïwan, ce que je souhaiterais comme innovation, c'est l'accent qui devrait être mis maintenant sur la question énergétique, la question des infrastructures. Je le disais, Jean-Emmanuel Ouedraogo vient de nous rejoindre. Jean-Emmanuel, bonjour. Bonjour, Fousseni Kindo. Oui, la proclamation officielle des résultats provisoires par la CENI vient de s'achever. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces résultats? Alors, Fousseni Kindo, d'abord, dans la forme, ce qu'il faut dire, c'est que la proclamation de ces résultats par la Commission électorale nationale indépendante était annoncée pour 17h30. Finalement, c'est aux environs de 19h30 que la proclamation a véritablement commencé. Dans la forme, déjà, la CENI n'a pas proclamé les résultats commune par commune, ce qui aurait été sans doute très fastidieux, vu qu'on a 365 communes. Ce sont les chiffres globaux concernant donc le nombre de sièges par parti sur le plan national qui ont été communiqués. Alors le détail commune par commune peut être consulté sur le site de la CENI et Maître Barthélémy Kéré l'a promis, donc chaque parti qui le souhaite pourra donc en tout cas se voir remettre l'intégralité du détail donc dès demain. Oui, mais déjà est-ce qu'on peut avoir une idée des chiffres? Effectivement, les chiffres à retenir déjà, c'est que le taux de participation au plan national en tout cas est estimé à 47,65%. Et il n'y a pas eu de surprise, hein, le mouvement du peuple pour le progrès est arrivé largement en tête donc, au nombre de sièges, avec 11 167 sièges, suivis de l'UPC avec 3 051 sièges, et puis le Congrès pour la démocratie et le progrès qui arrive donc en troisième position avec 2 134 sièges. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la proclamation de ces résultats, les représentants des différents partis politiques étaient là. Et donc, tous ces partis politiques-là ont 7 jours pour donc contester éventuellement les résultats. Et, bon, s'ils ne partagent pas, bien sûr, les résultats publiés par la CENI. Donc, on attend dans les prochaines heures certainement les détails pour les communes de Ouaga, Bobo et la plupart des grandes villes. Voilà, ces résultats-là, dès à présent, sont accessibles, bien sûr, au niveau donc, du site de la CENI. Mais ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'au niveau de Ouagadougou, bien sûr, c'est le même trio, hein, le MPP donc, qui arrive en tête dans la plupart des communes, suivi de très près par, suivi de l'UPC, pas de très près, hein, et puis donc du CDP. Et maintenant, c'est sûrement par le jeu des alliances que, en tout cas, va se décider le sort des différents conseils, des différents arrondissements de Ouagadougou, mais également la mairie centrale. Merci à vous, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je rappelle que vous rentrez du siège de la CENI à Ouagadougou et vous êtes venu nous donner toutes les informations concernant la proclamation officielle des résultats provisoires par la CENI ce soir même à Ouagadougou. La suite de ce journal, le ministère en charge de l'économie et des finances a procédé ce mercredi à la revue des projets et programmes exécutés sous sa tutelle. Au rapport des activités de 2015 réalisées dans un contexte difficile, le bilan semble satisfaisant pour les responsables en charge de ces programmes et projets. Environ 80% de taux d'exécution sur les dépenses, soit quelques 8,5 milliards de francs CFA. Nathalie Sawadou. Le bilan de l'exercice 2016 est satisfaisant au ministère en charge de l'économie et des finances. Sur une prévision de plus de 10 milliards de francs CFA, les dépenses se chiffrent à environ 8 milliards, soit un taux d'exécution financière de 81%. Sur le terrain, le taux d'exécution physique est de 78%. L'année 2015 n'a pas été du tout simple, eu égard au contexte socio-politique. Mais nous avons remarqué que les projets et programmes sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et du développement ont quand même connu une bonne exécution.
Ainsi, le taux d'exécution financière atteint les 80%, plus de 80%, ce qui est notable. Et comparativement à 2014, ce taux est vraiment important. La mise en œuvre des projets et programmes ne s'est pas faite sans difficulté. Les difficultés, bon, c'est toujours des questions liées tantôt au déblocage de fonds assez tardif. Les acteurs se donnent pour objectif d'identifier les facteurs susceptibles de favoriser ou d'entraver la bonne exécution des activités des projets et programmes. Ils veulent aussi formuler des propositions qui devraient permettre à ces projets et programmes de contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Le 5e Salon international de l'énergie, des mines et des carrières s'ouvre ce jeudi à Ouagadougou. Nous recevons Innocent Belem Tougri, président du SEMICA. Bonsoir, monsieur Innocent. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, dites-nous, est-ce que vous êtes prêt? Merci et bonsoir à vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Le 5e SEMICA démarre demain du côté de la salle de conférence de Ouaga 2000 et a un taux d'exécution de 99,99%, ce qui veut dire que nous sommes fin prêts à démarrer cette manifestation et à offrir à l'Afrique et au reste du monde la manifestation qu'ils attendent. Combien de participants vous attendez à cette rencontre et d'où viennent-ils? Le SEMICA 2016, c'est d'abord 3000 participants attendus, venant de 45 pays d'Afrique et du reste du monde, notamment du Canada, de l'Australie, des États-Unis et de pays asiatiques. C'est aussi une grande conférence d'ouverture demain. C'est 4 grandes conférences qui vont porter sur la transition énergétique, sur la RSE dans les entreprises minières en Afrique, sur mines et développement en Afrique, et enfin sur le développement des énergies renouvelables. Nous allons terminer le SEMICA samedi 28 mai avec un grand séminaire pour aller à la découverte du nouveau code minier du Burkina Faso. Sans oublier que le salon, c'est aussi l'exposition. Absolument. Le SEMICA, c'est des conférences, c'est des expositions, c'est également des rencontres d'affaires B2B. C'est un espace de rencontre et d'échange qui se tient annuellement au Burkina Faso. Merci à vous, monsieur. Mais juste une question, transition énergétique, vous l'avez dit, dans les entreprises minières en Afrique, c'est le thème. Et qu'est-ce que vous attendez des entreprises, juste pour terminer? C'est transition énergétique, tout court. Et ensuite RSE dans les entreprises minières. En matière de transition énergétique, il faut partir d'abord du fait que l'énergie thermique, qui dépend fortement du pétrole, a montré ses limites. Aujourd'hui, l'Afrique a plusieurs sources d'énergie qu'il faut envisager, dont le solaire, la biomasse et d'autres sources d'énergie renouvelables qu'il faut développer afin de fournir au continent africain l'énergie dont elle a besoin pour son développement. Donc ce sera le lieu pour des experts d'aborder ces différentes sources, leur capacité de développement, pour voir comment amener le continent africain à être énergétiquement autonome. En matière d'RSE dans les entreprises minières, nous allons aborder la question de savoir comment les entreprises minières opérant en Afrique doivent se comporter dans leurs relations avec les communautés locales, les dirigeants, afin que l'activité minière puisse se développer en toute intelligence au Burkina Faso. Si vous le permettez, je vais terminer cet entretien en remerciant du fond du cœur le chef de l'État, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, qui a apporté un grand soutien à la tenue du SEMICA 2016, au Premier ministre Paul Kabatieba, qui est le patron du SEMICA 2016, à l'ensemble de son gouvernement, à nos partenaires et sponsors, aux partenaires médias, dont la RTB, qui nous accompagne depuis plusieurs années, à la presse nationale et internationale en général, au peuple burkinabé qui a épuisé cette manifestation et qui lui a toujours témoigné un soutien sans faille. Et je vais terminer en remerciant l'ensemble des peuples africains qui ont enfin compris que leur destin est entre leurs propres mains. Et le SEMICA, c'est le lieu où l'Afrique se vend le mieux aux investisseurs. Merci à vous, Innocent Belem Tougri. Vous êtes le président du SEMICA, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières, qui s'ouvre demain jeudi. La suite de ce journal, l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, fondée en 2006, avec la conviction que investir dans l'agriculture peut faire reculer la pauvreté et la faim sur le continent,
appuie une foultitude de projets. Et ce matin, dans la capitale burkinabé, des représentants de l'AGRA étaient en concertation avec les responsables du ministère en charge de l'agriculture pour voir comment soutenir les projets du Burkina Faso pour la période 2016-2020. Pour ces 5 années à venir, l'AGRA va soutenir les petits exploitants dans le but de les amener à se perfectionner. Moukoun Dabiré, Ismaël Sirima. On discute ici une nouvelle stratégie pour améliorer l'agriculture burkinabé. Cette équipe multidisciplinaire pense y arriver grâce à l'amélioration des variétés culturelles ainsi que leur mise à disposition des paysans. Les questions de fertilisation des sols, de la maîtrise de l'eau ainsi que de la valorisation du potentiel irrigable sont aussi prises en compte. Nous allons intervenir aussi beaucoup dans l'achat et la vente des produits surplus au niveau des cultivateurs et essayer de professionnaliser un peu le marché céréalier. Cette activité annonce le démarrage des travaux de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. D'ici à 2020, cette structure devrait investir dans l'agriculture burkinabé environ 22 milliards de francs CFA. L'objectif principal, c'est d'augmenter la productivité au niveau des petits exploitants. Donc il y aura bien sûr encore les questions d'équipement, les questions de semences, les questions du marché, la chaîne de valeur, la question de transformation. 11 autres pays d'Afrique subsaharienne bénéficient du soutien financier et technologique de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Dans cette dynamique d'investir dans l'agriculture pour faire reculer la pauvreté et la faim, le Danemark finance au Burkina Faso un programme de croissance économique dans le secteur agricole. Sur le terrain, le programme s'intéresse à la réalisation d'infrastructures à même de générer de la valeur ajoutée. Ce 24 mai, les responsables du programme ont organisé une visite terrain à l'intention des journalistes. Le témoignage de Lambert Soma qui faisait partie de la visite. D'une capacité moyenne d'abattage de 35 bovins par mois et de 110 petits ruminants, l'aire d'abattage de Tibga fait partie de la filière bétail-viande, l'une des 5 que soutient le programme de croissance économique dans le secteur agricole. L'infrastructure sera fonctionnelle dans les jours à venir. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Diapangou, le PCSA a financé la construction d'un magasin de stockage d'intrants et d'engrais agricoles. Dans la filière maïs, la centrale de transformation des céréales de Fadangourma a aussi été visitée. Sur les 67 millions qu'il a fallu mobiliser pour son ouverture, une partie a été financée par une banque grâce à l'appui du PCSA. En termes financiers, le PCSA m'a appuyé avec 25 millions de francs CFA. À un moment donné, j'étais un peu dos au mur. C'est un gros investissement. Comprenez que si je n'avais pas reçu l'appui financier du PCSA, j'allais peut-être réaliser cela, mais pas maintenant. J'allais peut-être le faire dans deux ou 3 ans. Au terme de cette journée de visite et d'entretien, l'on peut retenir que ça a été une journée fort enrichissante parce que nous avons visité non seulement des infrastructures réalisées par la composante B du programme, notamment la sous-composante B2, qui vise à développer un tissu d'infrastructures structurantes pour les filières qui interviennent donc dans les 5 régions. L'objectif du PCSA en finançant ces infrastructures est d'augmenter la productivité en vue de réduire la pauvreté. Le CIAO 2016, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, se tiendra du 28 octobre au 6 novembre prochain. Pour communiquer sur la manifestation, les organisateurs ont convié ce matin les journalistes à une conférence de presse. Il s'agissait de présenter le contenu de l'édition 2016 et de susciter l'accompagnement de la presse nationale et internationale. Kadi Sanogo. À 5 mois de la Biennale de l'artisanat africain, les premiers responsables du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO ont jugé nécessaire d'organiser une conférence de presse nationale. Les objectifs visés sont entre autres faire le point à la presse sur le contenu de la 14e édition du CIAO, susciter la grande participation des artisans, des médias et du grand public et susciter l'accompagnement de la presse nationale pour promouvoir le CIAO 2016 tant au niveau du Burkina qu'à l'extérieur.
En termes d'innovation majeure, il faut retenir la mise en place de points I dans chaque pavillon d'exposition. Ce sont des points d'information qui aideront à répondre avec diligence et précision aux besoins d'information des exposants et des visiteurs. Il y a aussi l'inscription et le paiement en ligne des frais de location des stands. Il y a l'attribution des stands en ligne. Il y a aussi l'utilisation de moyens modernes de paiement des tickets d'entrée. Des mesures seront prises pour la sécurisation de l'événementiel SIAO. Il s'agit principalement, en termes de mesures, de renforcer le système de vidéosurveillance sur les sites du SIAO et ses environs, mettre aux portes d'entrée du parc d'exposition des portiques de sécurité et de contrôle pour filtrer les entrées, acquérir des valises de détection des métaux, renforcer les bouches d'incendie en termes de quantité et de qualité. Le thème retenu pour cette édition est « Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale ». En sport, en route pour les îles Comores, les étalons du Burkina sont regroupés à Paris depuis ce 23 mai. Les poulains de Paulo Duarte s'entraînent avant leur rencontre avec les Comoriens. Un match entrant dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le point de leurs entraînements avec Jérôme Tiendrebego. Deuxième jour à Marne-la-Vallée dans la banlieue est de Paris. Sur la liste des 27 étalons que Paulo Duarte a convoqués, 10 sont répondus présents. Aristide Bansé, Alain Traoré, Steve Yago, Ali Rabo, Pierre Daïla, Issaka Ouedraogo, Germain Sanou, Abdoulaye Soulama, Aziz Kaboré, Bertrand Traoré. Il y a des joueurs qui vont jouer au 27 comme l'Algérie, Dayou et Malo. Pitrepa va jouer au 27 aussi la Champions League. Guira va jouer au 29. Donc Kofi Mohamed aussi joue au 26. Il y a Eric qui est au Égypte. Normalement il a un match, mais on a gagné la présence lui avec une conversation avec le club. Mais dernière minute le club l'a bloqué à cause de son passeport. Et voilà, il y a d'autres joueurs qui sont à faire le visa et tout ça. Il empêche les joueurs d'être ici. Il empêche l'entraîneur de faire l'entraînement avec plus de joueurs. Le sélectionneur est donc obligé d'adapter sa préparation à son effectif, échauffement, jeu libre, séance de tir au but. Je ne peux pas faire un travail tactique même, je ne peux pas faire un travail de secteur parce qu'on n'a pas même une défense. On a 3 défenseurs centraux, ou 2, on a un latéral droit. Mais on fait avec. On a fait ce stage pour éviter que les joueurs qui ont terminé le championnat au 15, au 16, au 14 entrent tout de suite en vacances. Déjà angoissé par les blessures de certains de ses éléments clés, Paulo Duarte a de bonnes raisons de s'inquiéter de l'état de santé de son jeune étalon Bertrand Traoré. Il nous a communiqué, on a contacté le club, le département médical, il nous a fait le rapport, il a dit que ce n'est pas une chose très grave, mais il faut l'accompagner 100%. Il a fait aujourd'hui l'examen, l'examen ne donne pas un coup de 10 €, un coup de retour donne une petite allongation, mais on va jouer. Vous l'aurez donc compris, Paulo Duarte et son staff technique travaillent avec les 10 garçons qu'il a sous la main sur la pelouse synthétique de Magny-le-Hongre, c'est en banlieue parisienne. Voilà, près de 6000 participants prennent part à Istanbul, en Turquie, au premier sommet humanitaire mondial de l'ONU. Une réunion inédite qui a pour objectif d'améliorer la réponse aux crises humanitaires provoquées par les conflits ou le réchauffement climatique. Le sommet de 2 jours veut engendrer une série d'actions et d'engagements pour éviter les conflits, faire respecter le droit international humanitaire et garantir les sources de financement stables pour les projets humanitaires. Le tout premier sommet humanitaire mondial se tenait cette semaine à Istanbul en Turquie. Si beaucoup de leaders politiques ont boudé l'événement, les entreprises liées au secteur étaient au rendez-vous dans un salon dédié, de même que notre correspondant Bora Bayraktar. La plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale a aussi un versant économique, d'où ce salon au sommet humanitaire mondial. Objectif, permettre aux ONG et aux entreprises qui produisent ce dont les réfugiés ont besoin d'échanger. Alors que les financements sont de loin insuffisant, l'idée de rendre aux réfugiés leur autonomie alimentaire est en train de germer. Cette ONG, par exemple, leur distribue des plants.
à cultiver. La sécurité alimentaire doit aller au-delà de la distribution de nourriture aux réfugiés. Il faut leur donner les moyens de produire leur propre nourriture. Cette autre ONG vise l'autonomie par le travail, notamment celui des femmes. L'idée est de les sortir de leur isolement tout en leur permettant de générer un revenu. Nous avons monté ce collectif artisanal. Les femmes peuvent se rendre dans notre centre communautaire et fabriquer des sacs à main, des bijoux, divers accessoires. Nous les vendons et l'argent va directement aux femmes. En 14 ans, les financements de l'humanitaire ont été multipliés par 10 à 28 milliards d'euros. 125 millions de personnes en dépendent, pour moitié des déplacés. Les Nations Unies espèrent récolter 36 milliards d'euros cette année, loin des 220 milliards nécessaires à la couverture des besoins. La disparition des véhicules de la présidence du Faso suscite des réactions dans les journaux de ce mercredi. Les éditorialistes s'interrogent sur le bien fondé du communiqué du ministre d'État, ministre en charge de la sécurité. Autre titre à la une des quotidiens, l'autorisation pour les candidats au concours de la fonction publique de pouvoir déposer leur dossier sans timbre fiscal. La revue de presse est signée Abdul Rasmane Zongo. Le gouvernement burkinabé lâche du lest et les candidats au concours direct n'en attendaient pas mieux. Cela est consécutif à la rupture surprenante de stock de timbres en ces temps-ci, rapporte Notre Temps, et les dossiers de candidature désormais peuvent être déposés sans timbres fiscaux. Cette bonne nouvelle du département de l'économie et des finances n'empêche pas des personnes de réclamer des sanctions pour les fautifs responsable de cette pénurie de timbres, car c'était une aubaine pour renflouer les caisses de l'État déjà vides, argumente un citoyen. Le journal Le Soir se surprend, lui, par rapport à la disparition des véhicules de la présidence et parle de diversion de mauvais goût. Notre confrère s'étonne que 57 véhicules échappent aux nouvelles autorités pendant au moins 4 mois. Puis, le temps mis pour rendre publique l'information pose réellement problème, ajoute le journal Le Soir. Dans le même ordre d'idée de la disparition des véhicules, l'Express du Faso questionne le ministre Simon. Y a-t-il un autre problème? Pourquoi faire un communiqué pour demander à un voleur de remettre ce qu'il a volé? S'interroge l'Express du Faso. À la fin de la transition, on sait pertinemment qui était à la présidence du Faso, rappelle notre confrère. Dans le journal L'Observateur, les internautes, eux, se questionnent par rapport au nombre de véhicules qui ont accompagné Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Draman Dadian vous retrouve à 22h15 pour l'édition synthèse. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.